Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Alors, Charline Xavier, on va passer maintenant à une étape importante dans son projet de poêle ou d'insert qui est l'étape du choix. Et on sait tous que, comme n'importe quel choix, mais surtout dans le cadre d'un projet de rénovation, je le sais parce que je le dis souvent, un projet de rénovation c'est de multiples décisions. La question du choix est toujours difficile et l'idée là, c'est bien que vous nous confiez vos conseils pour faciliter notre décision, que vous nous transmettiez vos astuces de pro pour qu'on puisse être sûr de soi parce que effectivement l'objectif c'est bien de ne pas regretter, on n'installe pas un poêle ou un insert chez soi tous les 4 matins comme je le dis souvent. Donc vous pouvez commencer déjà par nous expliquer c'est quoi les différences entre poêle et insert et entre les différents types de poêles. On peut peut-être déjà commencer par entre poêle et insert. Poêle et insert, on va dire que c'est l'esthétique qui va changer. En soi, le fonctionnement, il est relativement proche. Le poêle, ça va être un appareil en fait à part qui n'est pas inséré dans un bâti, alors que l'insert, vous avez un bâti qui va justement vous permettre de l'insérer dedans, comme son nom l'indique. Après, je sais pas si tu veux compléter. Oui, bien sûr. Un peu comme je disais, le poêle, on est beaucoup plus dans le côté objet. Quand on parle d'insert, on est vraiment sur quelque chose d'intégré. Ce qu'on appelle le bâti, c'est l'habillage autour, qui est un habillage sur mesure, qu'on peut agencer. On peut y intégrer des tablettes, on peut faire une continuité, poser sa télé, etc., etc. Donc, disons que dans l'esprit, quand on rentre dans une maison, quand on voit un insert et un bâti, on a presque l'impression que l'insert fait partie des murs. À l'inverse, quand on rentre dans une maison et qu'on voit un poêle, on est beaucoup plus dans le côté objet, comme j'aime bien le dire, ou presque, on pourrait presque se dire, tiens, on va le prendre et on va le mettre à l'autre bout de la pièce. Un peu comme un meuble. Donc voilà, déjà c'est pas si simple en soi, mais non, oui, bien sûr. Mais voilà un petit peu dans l'esprit. Si on doit comparer le poêle à l'insert déjà dans le côté look et esthétique. Après dans l'approche produit, si on compare le poêle à bois avec l'insert au bois, on a, c'est vrai, peut-être un peu plus de possibilités sur un poêle, notamment pour travailler ce qu'on appelle l'inertie. Donc l'inertie, c'est la capacité qu'a l'appareil à emmagasiner la chaleur pour la restituer dans le temps. Et c'est vrai, même si ça existe, on a quand même un choix produit qui est beaucoup plus réduit quand on travaille sur de l'insert. On va beaucoup plus fonctionner sur une chauffe plutôt rapide, donc rayonnement et ce qu'on appelle aussi la convection naturelle. On y reviendra peut-être tout à l'heure. À l'inverse du poêle où là on va pouvoir ajouter cette troisième source d'énergie qui est donc l'inertie, donc ce qui est plus difficile à faire sur l'insert. Du fait du coffrage tout simplement. En fait, du fait du coffrage, oui exactement, et des matériaux qu'on vient utiliser tout autour, même si encore une fois ça existe, mais le choix est moins important. D'accord. Et alors du coup maintenant si on passe sur les différences entre les différents poêles, poêle à bûche, poêle à pellet ou granulé, est-ce qu'il y a une différence peut-être entre pellet et granulé? Je crois que c'est la même chose. Exactement. Et vous allez aussi nous parler du poêle mixte, j'imagine. Donc oui. C'est quoi la différence entre toutes ces possibilités? Alors déjà, si on part du poêle à bois dans un premier temps, les avantages c'est le visuel, la flamme, bois bûche, c'est le vrai avantage aujourd'hui du poêle à bois. On ne dépend pas d'une autre énergie, comme par exemple le granulé qui lui nécessite une alimentation électrique, donc qui est quelque part autonome là-dessus. Inconvénient, c'est même si c'est
pas forcément ce qu'on pourrait penser à travers les cheminées ouvertes ou les anciens inserts, etc. Mais l'inconvénient, c'est effectivement, il dépend de nous, c'est-à-dire que il se charge pas tout seul, donc il nécessite une alimentation, etc. Sur le poêle à granulés, donc le gros avantage, c'est la partie autonomie de fonctionnement. Donc on est effectivement sur un appareil qui est doté d'un thermostat, d'un programmateur horaire, etc., comme le ferait un thermostat ambiant et un programmateur pour une chaudière centrale. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Donc on a une précision de chauffe aussi qu'il faut reconnaître, qui est plus précise. Si je veux 19 degrés le soir en rentrant du travail, j'aurai 19 degrés. Donc cette précision-là. L'inconvénient, on est peut-être sur des appareils qui, même s'il y a il y a différentes gammes, mais qui peuvent nécessiter, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un petit peu plus d'entretien même, un peu plus d'entretien même que sur un poêle à bois. On pourra peut-être y revenir. Et également le stockage. C'est vrai que le stockage, donc il faut des sacs de granulés. Souvent les gens achètent ça à la palette, donc la tonne. Donc faut avoir aussi la zone pour. Après, il faut pouvoir stocker les bûches aussi. Quand on est sur du bois. Donc oui, exactement. Après, c'est vrai que le bois, enfin moi, ça me fait toujours penser à chez ma mère en l'occurrence, mais qui a une cheminée ouverte. Mais on pourrait avoir tendance à penser aujourd'hui que sur le bois bûche, s'il me faut du bois, il me faut tout de suite 10 mètres de linéaire à l'extérieur, etc. Or, comme l'a dit Charline tout à l'heure, on est aujourd'hui sur des appareils à très haut rendement, donc du coup l'efficacité bien sûr est multipliée aujourd'hui, donc le besoin énergétique et le besoin en combustible n'est pas le même, donc la quantité n'est pas le même. Donc maintenant effectivement, faut quand même une zone pour pouvoir le stocker. Le poêle mixte, lui, vient c'est vraiment les deux, c'est-à-dire qu'il est capable de fonctionner au bois bûche, il est capable de fonctionner au granulé. On va dire que l'avantage, c'est de pouvoir fonctionner sur les deux. Si on doit émettre des inconvénients, c'est peut-être ces appareils qui sont souvent un petit peu plus volumineux, parce que il faut la cuve de chargement, parce qu'il faut pouvoir héberger de la partie électronique, il faut pouvoir héberger la cuve de chargement, etc. Parce que c'est le même foyer, on est d'accord. Alors les deux, oui, exactement. Oui, c'est voilà, pas deux foyers. Ça. Oui, d'accord. C'est pas effectivement deux foyers différents. On a le poêle de masse. Donc le poêle de masse, donc c'est les appareils qui sont capables d'avoir des inerties qui sont très très longues. Ok, bois bûche. Du coup, cette fois. Oui, en poêle de masse, donc effectivement en bois bûche, pardon. Merci Charline. Où là, le gros avantage, c'est l'autonomie pour le coup, parce il faudra toujours la main de l'homme pour pouvoir le charger. Néanmoins, on peut avoir des autonomies à plus de 24 heures après le dernier chargement. Donc ça, ce sont les gros avantages. Et les inconvénients, on va retrouver la même chose que sur le poêle à bois. Et donc l'insert, c'est pareil, c'est-à-dire que l'insert, comme je disais tout à l'heure, c'est que on va retrouver les mêmes avantages que sur le poêle à bois. C'est la même chose, qu'on est plutôt sur une configuration différente. Et si on doit y mettre un inconvénient, c'est que en plus, en tout cas, c'est cette fameuse notion où il y a peut-être un peu moins de possibilités, surtout quand on veut aller chercher de l'inertie, donc de la chauffe dans le temps, où là c'est un peu plus compliqué. On a en tout cas moins de choix. Très bien. Et si on creuse un peu sur le côté du poêle à granulés, justement, moi qui ai vécu avec un poêle à granulés, je sais que l'un des gros avantages, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, la régulation de la température. De l'appareil va dépendre un peu la régulation de la température en intersaison. Parce que moi, d'expérience, je sais que c'était pas forcément toujours évident d'aller régler son poêle en début de saison, en fin de saison, quand on a une température extérieure qui est pas non plus très froide, quand on a 15-16 degrés dehors et qu'on veut commencer à pouvoir allumer son poêle, et on peut se retrouver tout de suite avec une chaleur assez importante chez soi. Est-ce que, et moi c'était il y a quelques années, il faut quand même bien le préciser. Ça s'est amélioré. Aujourd'hui, les produits, ils ont beaucoup évolué. Comme je disais, quand je me suis présenté en 2010, les poêles à granulés qu'on avait, c'est pas vraiment les mêmes qu'on a aujourd'hui, quoi. Aussi bien dans leur technologie que dans le design, etc. Et donc, pour répondre à ta question, oui, aujourd'hui, il y a une finesse en termes de réglage qui est beaucoup plus importante, c'est-à-dire qu'on peut mettre des températures de consigne, on peut également, donc si en gros, je veux toujours maintenir 18 degrés dans ma pièce, eh bien, je vais maintenir 18 degrés. Donc ça, aujourd'hui, les appareils sont capables de le faire. Il y a différents programmes qui existent, ce qu'on appelle le mode manuel, les modes automatiques, on va associer de la plage horaire, etc. En fait, on est capable, sur l'appareil, on est capable d'intégrer
une température de consigne basse, c'est-à-dire que par exemple minimum, ouais, c'est ça. Et c'est-à-dire que si la maison ou l'appareil n'est pas programmé, mais que ça vient la température atteinte, par exemple si je décide de 16 degrés, l'appareil va quand même se déclencher en fait pour éviter à la maison de baisser trop en température. Okay. D'accord. Comme la température hivernale qu'on peut avoir sur un radiateur qui s'allume pour pas qu'on descende trop en température. D'accord, très bien. Et alors, quels sont les critères techniques essentiels à considérer lors du choix d'un poêle ou d'un insert? Les critères techniques, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et on commence par le plus gros tout de suite. Les critères, alors il y en a plusieurs. Il y a un des critères dans le choix d'un poêle. D'abord, c'est le besoin à la base. C'est un des premiers critères. Alors bien sûr, il y a le côté esthétique pour nos clients, mais nous, notre plus-value, elle est pas là. Le côté esthétique, c'est un choix qui reste personnel, même si on peut les accompagner là-dessus. Nous, notre plus-value, c'est de les accompagner, de faire en sorte d'être certain que le poêle qui a été choisi réponde bien aux attentes, que ça soit dans les attentes de vie, de la manière dont on vit. Est-ce que une personne qui veut faire de son poêle à bois, par exemple, un chauffage principal et qui part le matin et qui rentre le soir, n'aura pas nécessairement le même poêle qu'une personne qui travaille de chez elle ou qui rentre le midi, etc. Donc c'est très important d'adapter vraiment le choix de l'appareil par rapport du coup au choix au client, son mode de vie, etc. Après il y a d'autres critères qui là pour le coup sont plutôt en termes de mise en œuvre et d'installation, qui sont également de s'assurer que le projet il est viable techniquement dans l'habitation. Est-ce qu'on a une installation existante ou non? Si c'est pas le cas, quelle est la configuration et les configurations qu'on peut choisir pour la mise en œuvre du conduit, etc. Donc il y a toute cette dimension aussi de faisabilité projet. Donc c'est pour ça qu'on fait des visites techniques chez nos clients pour valider non seulement les critères de poêle, de choix, de puissance par rapport à l'environnement dans lequel il se situe, mais aussi en termes de faisabilité projet, à travers l'ensemble de la réglementation qu'on doit respecter, tout ce qui tourne autour de la sécurité, distance de sécurité, etc. est mis en œuvre. Donc avant même d'aller choisir son poêle, il est préférable d'avoir une visite technique pour voir dans quel cadre le poêle va venir s'installer. Disons que il y a deux chemins possibles. Si on prend du coup sur notre enseigne, il y a soit effectivement les personnes qui poussent la porte de notre magasin et donc auquel cas un conseiller vendeur va prendre en charge notre client pour faire une découverte des besoins, quelles sont ses attentes, etc. On a des gens qui poussent la porte pour choisir un poêle à bois et qu'au final c'est un poêle à granulés. Et puis effectivement derrière il y aura la visite technique, quoi qu'il arrive elle est obligatoire, elle est essentielle pour rendre encore une fois le projet faisable. Et donc soit les personnes donc effectivement viennent en magasin d'abord. Après, on se déplace chez eux et souvent après on revient en magasin pour remettre le projet, etc., revoir l'appareil, bien revalider le modèle. Et puis il y a aussi la deuxième boutique, comme moi j'aime bien le dire, mais la toile, c'est-à-dire les gens qui passent directement via les réseaux, via notre site internet, où là du coup on a la chance d'avoir un service client intégré, donc on fait pas appel à une entreprise extérieure, etc. pour ça. Donc c'est des personnes intégrées, souvent qui sont parfois des anciens ou anciennes responsables qualité, anciens vendeurs, etc., qui du coup là vont avoir une démarche avec déjà une première découverte au téléphone et puis un rendez-vous là directement mis chez eux à domicile pour la visite technique. Et puis après quoi qu'il arrive on les fait revenir en magasin quand même pour voir les modèles, les voir en fonctionnement, pouvoir les manipuler, etc. D'accord. C'est toujours important quand même de passer par la case magasin parce que ça permet justement de découvrir les modèles. On fait systématiquement un allumage en fait devant le client pour lui montrer comment il fonctionne. En magasin, tu veux dire? Oui. Ouais. Intéressant. Dans tous nos showrooms, on a entre 8 et 12 poêles qui sont raccordés en fait. Et donc on peut les allumer à chaque fois qu'il y a des visites, que ce soit côté granulé comme côté bois et côté insert aussi. D'accord. Pour aller un peu plus loin dans la question, il y a une chose qui est essentielle, enfin moi que j'aime bien dire, c'est que c'est pas le jour où l'appareil, peu importe lequel, c'est pas le jour où l'appareil est installé au milieu du séjour qu'on doit découvrir comment ça fonctionne. Ça c'est à voir en amont. Et tout notre métier réside en ça. Avec la mise en œuvre bien sûr, mais pour le client, lui, c'est que le jour où ça arrive dans son séjour, ça corresponde exactement à ses attentes. Et c'est des choses qu'on montre du coup pendant la découverte des produits, mais qu'on remontre aussi et surtout le jour où le poêle est installé,
à la fin, le premier allumage, nos techniciens passent beaucoup de temps avec nos clients pour leur remontrer justement les bons gestes à adopter pour l'allumage, comment le nettoyer, enfin mini formation. Exactement, parce que on parle de l'installation, mais toute la partie maintenance et entretien permet justement de faire durer le poêle dans le temps et de faire en sorte que l'installation soit pérenne, quoi. Ouais, on va en parler plus en détail tout à l'heure. Mais pour en revenir donc à la sélection et à comment choisir son poêle, parce qu'effectivement il y a quand même toute des possibilités multiples. Comment on va déterminer vers quel type d'appareil on va... Alors, on a parlé d'usage, d'habitude, de mode de vie, mais en termes techniques, j'imagine qu'il faut regarder un peu la superficie de la maison, la performance. Comment est-ce qu'on regarde ça, ces histoires de... Alors, en fait, la visite technique, notamment, elle permet effectivement d'aller. Il y a un élément important, c'est le positionnement de l'appareil. C'est pas parce qu'on met un poêle chez soi que ça va tout chauffer par miracle. Donc, le positionnement de l'appareil dans le séjour, il est important. C'est ce qui va nous permettre également de pouvoir identifier quelle est la surface réelle qu'on sera capable de chauffer. On peut avoir 2 pièces identiques de 60 mètres carrés. Pour autant, on va peut-être pas forcément mettre le même poêle parce qu'on va s'intéresser aux différentes contraintes. Exemple de contrainte, si on a des poutres toutes les 40 cm au niveau du plafond, ça peut changer la donne. Si on a une trémie, une cage d'escalier ouverte sur le séjour, c'est un paramètre à prendre en compte. Si à l'inverse, notre cage d'escalier est à l'autre bout de la maison, c'est pas la même chose. Si on a du déplafonné, du toit de toute hauteur, c'est pas non plus la même chose. J'ai bien une surface au sol de 60 mètres carrés, mais pour autant, c'est déjà différent. La chaleur ne va pas circuler de la même manière. Si on vient encastrer un appareil dans une vieille cheminée existante, par exemple, l'appareil est plus cloisonné. Donc là, on va prendre d'autres décisions. Peut-être que la puissance, on va l'accentuer un petit peu plus, etc. Donc il y a un vrai travail qui est fait là-dessus. Il y a un travail aussi qui est fait sur l'environnement de la maison, à savoir l'ameublement, le buffet, à quelle distance, etc. Le canapé. Et donc ça aussi, ce sont des paramètres qu'on va prendre en compte pour guider notre client dans le meilleur choix possible en réalité. Donc et puis après il y a des paramètres effectivement de mise en œuvre et de conformité qui sont plus liés à l'évacuation des fumées, soit effectivement il y a une installation existante ou non. Est-ce que cette installation est conforme? Parce que c'est pas parce qu'on a une installation existante que ça veut dire nécessairement que c'est conforme. Donc nous, à partir du moment où par exemple on vient se raccorder sur un conduit existant, on est dans l'obligation de le contrôler, de vérifier sa conformité, parce que derrière on a une décennale, etc., etc. Et puis pour les installations où il n'y a pas du tout de conduit existant, et bien là aussi c'est un paramètre qu'on est obligé de prendre en compte, parce que un conduit de fumée, on le met pas là où on veut. Certes, il y a énormément de possibilités aujourd'hui, et on va trouver le bon compromis entre le positionnement et l'évacuation des fumées et l'emplacement de l'appareil pour répondre justement aux attentes de chauffe, etc. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a un emplacement à privilégier en règle générale? Alors non. Quand je dis non, bien sûr, souvent c'est dans le séjour, etc. Quand je dis non, en fait, ça va vraiment dépendre encore une fois de la configuration. On pourrait être tenté de dire, par mon expérience, c'est des choses que j'ai beaucoup entendues dans le cas d'une construction, on va mettre le poêle au milieu de la maison. Sauf que un poêle, par exemple, au milieu d'une maison, mais on a une trémie de cage d'escalier qui est juste à côté. C'est physique, la chaleur elle monte, c'est-à-dire qu'on va chauffer l'étage avant le bas. Donc c'est pas forcément le bon choix. Donc encore une fois, notre rôle c'est de s'adapter vraiment à l'environnement de la maison et de prendre l'ensemble des paramètres en compte pour justement définir l'endroit où l'appareil sera le plus performant. Et qu'est-ce qui fait qu'un poêle est meilleur qu'un autre en termes d'efficacité énergétique? Alors c'est assez global. Souvent, on pourrait être tenté justement de penser que c'est la puissance, le rendement. Alors oui, ce sont des paramètres à prendre en compte. Peut-être que tu peux définir le rendement déjà précisément pour qu'on sache ce que ça veut dire. C'est la capacité qu'a un appareil de chauffer une pièce par rapport au combustible qu'il va utiliser. C'est la chaleur qu'il va dégager. Sur un poêle à bois ou un poêle à granulés, on est sur des rendements à, on va dire, 75-80% pour un poêle à bois. C'est-à-dire que la bûche que vous allez mettre dans votre poêle
à 75-80%, elle va dégager de la chaleur. Alors que sur un poêle à granulés, on est plutôt sur 90%. Je parlais des cheminées tout à l'heure, on était sur 10 à 15%. Donc 10 à 15% de la bûche va être utilisée pour apporter de la chaleur. Le reste, ça s'envole dans une cheminée ancienne, là, tu veux dire. Cheminée ancienne. Pour l'imager, un petit peu, c'est comme ça qu'on aime bien l'expliquer à nos clients, c'est qu'on prend une bûche. Et on leur dit, bah voilà, il y a 80% là de la bûche qui va être utilisée pour chauffer votre maison, et le reste, c'est de la cendre et des fumées. 20%. Et si on fait le parallèle à l'opposé, eh bien, une cheminée ouverte, c'est 10-15% qui va être du coup transformé en chaleur, et ça représente quand même entre 80 et 85% de cendre et fumée. On voit tout de suite le parallèle pour expliquer le rendement. En termes d'efficacité, là on peut le dire, c'est pas du tout la même chose. Ça tient pas du miracle maintenant. C'est-à-dire qu'on brûle pas 80% d'une bûche comme ça par miracle. Et donc, ce que tu disais, parce que je t'ai coupé, c'est les critères de puissance et de rendement qui vont être pris en compte pour voir si un poêle est meilleur qu'un autre. Alors justement, non. Souvent, les clients ont tendance à regarder justement le rendement, la puissance et à s'arrêter à ça. Ouais. Ça fait partie des critères. Ça rentre en compte justement dans le choix de son poêle, mais pas seulement. Il faut regarder vraiment l'intégralité du poêle dans son ensemble, sa conception, sa fabrication, les matériaux qu'on va utiliser pour justement maximiser telle ou telle chose, la maîtrise, tout ce qui est arrivée d'air aussi à l'intérieur de l'appareil, et ça va bien au-delà de l'appareil, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le meilleur appareil dans un intérieur s'il est mal installé, et encore une fois, s'il est mal choisi et mal installé, il chauffera pas comme il devrait chauffer. Donc l'installation et la mise en œuvre est extrêmement importante au-delà de l'appareil en tant que tel. Parce que déjà, c'est important parce que les appareils, quand ils sont testés pour les rendements, ils sont testés sur une configuration type. Bien sûr, quand on passe et qu'on met le même poêle dans toute la rue, on peut avoir différentes configurations. Et la notion de dimensionnement, que ce soit du conduit de fumée ou de l'arrivée d'air, elle est essentielle parce que c'est justement ça qui va faire qu'on va réussir à obtenir le rendement que le fabricant atteint. C'est-à-dire qu'on peut avoir le meilleur poêle au monde, mais s'il n'est pas correctement installé, on n'aura pas le rendement escompté. Donc la mise en œuvre effectivement est importante, et c'est pour ça que depuis 2006, donc il est obligatoire ce qu'on appelle le calcul de dimensionnement. Donc on possède aujourd'hui nous en interne un logiciel qui est donc très très poussé, qui nous permet de rentrer l'ensemble des paramètres de la maison, les paramètres de l'appareil, les paramètres conduits, les paramètres d'arrivée d'air, etc. pour justement ajuster chacune de nos installations pour faire en sorte que le poêle du coup qui est mis donc chez notre client soit le plus rentable possible, parce que quand on parle de rendement, on parle aussi de rentabilité pour le client dans sa consommation énergétique. En fait, tout l'enjeu de l'installateur, c'est de recréer les conditions parfaites pour que ce rendement il soit le même que quand il est testé en laboratoire par exemple. Et donc tout ça c'est le rôle de l'installateur en fait. Et le rendement, il doit aussi perdurer. Donc quand Charline parle des matériaux, eh ben oui, c'est-à-dire que le rendement c'est très bien, c'est un paramètre effectivement qu'il faut prendre en compte, mais l'enjeu même au-delà de l'installation, c'est aussi que ça perdure. Dans le temps. Qu'on ait un rendement de 80%, mais que ça dure pas que 2 ans, mais que ça puisse durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc et ça, on va le retrouver dans la qualité des matériaux qui sont utilisés, et aussi dans la fabrication bien sûr des chambres de combustion. Je serais incapable de vous dessiner, même avec mes 14 ans d'expérience, l'intérieur d'une chambre de combustion. C'est très complexe. Donc si on prend la qualité scandinave, ce qu'on appelle un poêle scandinave entre autres, mais c'est aussi la maîtrise du feu, quoi. C'est-à-dire que pour atteindre tout ça, tous ces hauts niveaux de performance, et dans le côté durable, ça impose une maîtrise, un savoir-faire. Et un des arguments, en tout cas, quand on parle de poêle scandinave, c'est que ça fait partie des pays où le feu ils maîtrisent, et donc ils ont une maîtrise de la flamme, une maîtrise du feu, qui fait qu'ils arrivent au résultat qu'on a aujourd'hui, quoi. Oui, parce que je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais Asgard, c'est d'origine scandinave. Ça peut paraître surprenant, puisqu'on est une marque française, mais on est d'origine scandinave pour la simple et bonne raison que dès le départ, la vision, c'était justement de s'inspirer des feux scandinaves qu'on considère comme étant les meilleurs feux, les feux les plus efficaces, les plus performants, parce qu'ils apportent tout ce qu'on a dit précédemment, du confort, des économies d'énergie, ils sont plus écologiques aussi. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a en majorité des marques de poêles scandinaves. On n'a pas que ça, parce qu'on a aussi des poêles à granulés, et que la maîtrise du poêle à granulés, elle vient de
Elle est d'origine transalpine, donc on a plutôt des marques autrichiennes ou italiennes, justement, pour adresser ce type de besoin. D'accord. On nous pose beaucoup cette question, c'est quoi un poêle scandinave? Ouais. C'est un mode de vie là-bas, c'est une culture. Le feu a toujours fait partie du foyer. On a même des pays comme la Norvège peuvent avoir jusqu'à 2 à 3 appareils par maison. Donc l'approche est quand même différente. Le climat n'est pas le même. Ils passent beaucoup de temps chez eux. Et toute l'identité scandinave, pour aller un peu plus loin, elle est connue aujourd'hui mondialement, que ça soit dans la décoration, etc. C'est le côté cocooning. Donc c'est quelque chose effectivement où il y a une vraie maîtrise. Et pour compléter un petit peu ce que tu disais, Charline, sur Asgard, c'est que veut dire Asgard? Je vais te laisser répondre, Charline. Ça veut dire la maison des dieux dans la mythologie scandinave. Voilà. D'accord. Ah oui. D'où le nom. Ok. D'où le nom. Et vraiment, enfin, quand il parle de culture, Xavier, c'est que c'est plus qu'un système de chauffe en fait. Le poêle chez eux, c'est pas un simple système de chauffage, c'est un meuble, c'est un mode de vie. On vit avec son poêle. Ben, ça nous fait une très bonne transition parce qu'effectivement, on va parler des critères techniques d'installation dans l'épisode suivant. Mais là, je voulais aussi qu'on parle un peu des aspects plus esthétiques et déco, parce qu'effectivement, moi, je le dis souvent aussi, quand on se lance dans un projet d'aménagement d'intérieur, un projet de rénovation, la première chose à faire, c'est bien de s'attacher à la boîte qui va composer l'intérieur dans lequel on va vivre. Et pour moi, le poêle, la cheminée fait inévitablement partie de cette boîte, parce qu'effectivement, c'est comme les sols, les murs, les plafonds, les huisseries, l'escalier, c'est des pièces maîtresses qu'on peut pas changer comme ça, et donc il faut vraiment y prêter une certaine attention, plus qu'autre chose, plus qu'à son canapé ou à ses rideaux, quand on vient choisir. Et à mon sens, le critère esthétique est quand même aussi fondamental, parce qu'on va quand même l'avoir sous les yeux tous les jours, et on doit être fier de son poêle. On doit effectivement avoir plaisir à habiter à côté de lui. Et en ce sens, donc, je voulais aussi qu'on aborde ces sujets de choix plutôt esthétiques, alors qui vont effectivement être assez personnels et subjectifs. Mais malgré tout, je voulais quand même qu'on aborde ce sujet, et notamment, déjà, est-ce que vous avez des conseils, tout simplement, pour choisir son poêle et pour qu'il corresponde à ses goûts? J'en ai, moi, mais si t'en as... Alors, si on parle de côté esthétique, ce conseil qu'on donne beaucoup, aujourd'hui on a beaucoup d'appareils qui sont plutôt noirs, gris, etc. On apporte peu de couleurs. Ça veut pas dire qu'on peut pas en mettre, mais Alison, tu viens de le dire, c'est-à-dire qu'on en change pas tous les jours. Donc j'ai un conseil, c'est que quand on veut un poêle rouge, on veut un habillage céramique en rouge, l'habillage on va pas le changer. Les coussins du canapé sont peut-être rouges au moment où on l'a acheté, mais c'est pas dit que les coussins restent rouges pendant 20 ans. Donc on va plutôt avoir ce conseil d'être plutôt sur des couleurs assez neutres. Et par contre, ça veut pas dire on peut pas en mettre. On peut en mettre, mais on peut accessoiriser. On peut travailler le mur d'adossement. On peut travailler les accessoires, le panier à bois, etc. Donc on peut venir apporter cette touche de couleurs. Donc ça c'est un point important. Après, dans le côté esthétique, c'est vrai que comme on le disait, c'est très personnel. Et nous, notre job, ça va être surtout d'adapter le poêle. Mais dans le côté esthétique, si on prend l'exemple d'un poêle à bois ou d'un insert, le client, lui, dans son côté esthétique, il attend aussi d'avoir une belle flamme. Ça impose aussi du coup le dimensionnement, c'est-à-dire que si un client qui fait le choix de prendre un appareil surdimensionné, on viendra lui dire pourquoi il faut pas le prendre, parce que notre enjeu c'est de faire en sorte que la flamme il puisse l'avoir, et que il ait pas une belle flamme, mais qu'à l'inverse il fasse 28 degrés dans son séjour, quoi. Donc plus l'appareil aussi est adapté, plus il pourra en prendre plaisir, plus le visuel aussi sera là. Donc le dimensionnement il est important. Tous nos clients qui achètent des poêles ne cherchent pas forcément l'économie d'énergie. Donc la notion performance, elle a moins d'impact pour eux. Mais pour autant, la notion performance dans l'efficacité du corps de chauffe, le fait d'avoir ce visuel de flamme, des foyers qui s'auto-nettoient, même si au départ il cherche pas l'économie d'énergie, il va quand même s'y retrouver, parce que l'efficacité de l'appareil fera que il aura pas à nettoyer sa vie tous les jours, etc., qu'il pourra profiter, voir la flamme, pouvoir passer, prendre l'apéro avec ses amis en maintenant une belle flamme dans son foyer et sans que tout le monde crève de chaud dans le séjour, quoi. Un foyer qui s'auto-nettoie? Oui, on peut en parler. Est-ce qu'on en parle maintenant? Mais vas-y donc. Ouais.
En fait, oui. Alors encore une fois, on le répète beaucoup, mais ça tient pas du miracle. On parlait d'efficacité de corps de chauffe. Aujourd'hui, en fait, on est sur des foyers, ce qu'on appelle des foyers à très très haute température. Donc, il y a plusieurs critères qui rentrent en compte dans l'auto-nettoyage. Ça veut pas dire qu'on ne doit jamais le nettoyer, mais néanmoins, c'est pas ce qu'on entend. C'est-à-dire que c'est pas la vitre toute noire et on passe une demi-heure à gratter sa vitre. Pas du tout. Alors, comment ça fonctionne? En fait, on est sur des foyers ce qu'on appelle à haute température, et l'appareil en fait est en capacité, sans avoir besoin d'aller mettre des bûches à l'intérieur, de pouvoir dépasser le seuil de pyrolyse qui est le seuil de 500 degrés. Et donc déjà la puissance de l'appareil fait que les particules déjà sont brûlées. Tout ça nous tient aussi, je le précise quand même, mais ça tient bien sûr à partir du moment où l'appareil est correctement utilisé. Le bois sec, etc. quoi. Et puis deuxième facteur qui est également très important, les appareils sont dotés de ce qu'on appelle une lame d'air chaud. Donc en fait, quand on ouvre la porte, sur le dessus, on a ce qu'on appelle une lame d'air. Donc c'est une lame d'air qui vient balayer la vitre et qui va éviter en fait aux particules de venir se coller dessus. Moi, j'ai eu des clients qui passaient des semaines à ne pas nettoyer la vitre. Alors elle devenait un petit peu blanchâtre, etc. Mais le côté de la vitre noire qu'on doit encore une fois gratter pendant une demi-heure, non, ça aujourd'hui ça n'existe plus à partir du moment où on a le bon appareil bien dimensionné, qu'il est correctement utilisé quoi. Et ça existe sur tous les types de poêles? Ça existe, oui, sur tous les types de poêles. En tout cas, ce que nous on distribue, effectivement, c'est le cas. Si c'est pas le cas et qu'on a une vitre toute noire, etc., c'est qu'il y a forcément un problème. On parlait du surdimensionnement, par exemple, un appareil qui est surdimensionné, l'utilisateur va peut-être mettre moins de bois du coup dedans, ou il va baisser trop souvent son arrivée d'air, etc. Donc, et l'appareil il est pas conçu pour fonctionner comme ça. Donc là, mécaniquement, on va retrouver des vitres noires, etc., etc. C'est toujours pareil, faut vraiment adapter le besoin. Moi, je prenais beaucoup l'exemple de la voiture. On peut avoir une voiture avec 500 chevaux sur le capot, mais si je fais que du centre-ville, elle va quand même dysfonctionner parce qu'elle est pas faite pour ça. Un poêle, c'est pareil. C'est pas parce qu'on va mettre 14 kW que l'appareil, ça va bien fonctionner derrière, chez soi, etc. Non, ça va amener d'autres problématiques, quoi. Et pour revenir sur la partie esthétique, on a une certaine sobriété dans le design de nos poêles, même si on a une large sélection, pour pouvoir aussi sublimer la flamme en fait et laisser à la flamme de s'exprimer. C'est l'une des raisons pour lesquelles nos clients viennent en fait, c'est pour retrouver cette flamme en fait dans leur intérieur. Donc l'appareil il est présent, mais il reste quelque part en second plan par rapport à cette flamme qu'on veut sublimer. Et après, on va avoir, ça me fait penser à ça, Charline. Il y a deux choses auxquelles j'ai pensé là. La première, c'est qu'on va aussi parfois, selon la configuration de la maison, on va proposer au client, on va l'orienter des fois sur des hauteurs de feu. Parce que la hauteur du feu, en fait, selon l'aménagement de sa maison, eh bien, plus on va lever le feu quelque part, plus on va l'ouvrir sur le séjour. Et donc, potentiellement, si je suis sur un îlot central dans ma cuisine et que j'ai ma table et ma salle à manger et que mon poêle est derrière, si mon feu est trop bas, je vais pas le voir. Donc là, on va peut-être orienter pour rehausser un peu le feu, pour l'ouvrir un peu plus sur l'espace. Et puis enfin, c'est puisque tu parlais de la flamme, on a beaucoup parlé poêle à bois, mais sur le poêle à granulés, c'était peut-être d'ailleurs ton cas quand sur ton ancienne maison quand tu avais un poêle à granulés, mais c'est pareil, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits parce que c'est certain que la flamme c'est pas la même qu'une flamme bois bûche. Néanmoins, les fabricants aujourd'hui, ça c'est des vrais efforts qui ont été faits. Alors certes, on a une flamme plus petite, mais il y a un vrai travail qui est fait, notamment sur les arrivées d'air et qui permettent avant on avait une flamme plutôt dite chalumeau, et aujourd'hui il y a un travail qui est fait notamment dans les arrivées d'air pour permettre à une flamme plus vivante, plus souple, etc., qui donne du coup un rendu visuel qui est beaucoup plus sympa sur le poêle à granulés que ce qui a pu exister par le passé. Et on peut quand même dire qu'il existe tout un panel de design, on le voit bien ici dans le showroom, du rond, du allongé, du carré, du plus petit, du un peu rétro ou super design contemporain. Finalement, on a quand même l'embarras du choix pour aller sur des styles complètement différents aussi et pour faire en sorte que ça corresponde à ses goûts, ses envies et son intérieur, parce que l'idée c'est aussi d'aller respecter un peu l'identité, l'univers qu'on a envie de créer.
Et puis on a aussi du suspendu, du rotatif à 360 degrés, du mural. Enfin, on peut s'amuser aussi avec les vitres, puisque on a la vitre bien sûr principale en façade, mais on a aussi la possibilité d'ouvrir davantage le feu avec des vitres latérales pour le voir encore plus de n'importe où dans la maison. On a aussi des poêles qui sont carrés et qui ont une sorte de vitre miroir qui fait que si vous le mettez au milieu de votre pièce, en fait, contre le mur, vous voyez la flamme de part et d'autre et peu importe où vous vous asseyez, en quelque sorte, vous la voyez. Donc la vitre est aussi une possibilité de personnaliser son appareil. Ouais, sur l'insert, on a du double face. Sur l'insert, on a des vitres latérales également pour positionner plutôt des foyers, ce qu'on appelle des foyers d'angle. Donc il y a beaucoup de possibilités. Et après, si on souhaite justement avoir un poêle d'accumulation ou en tout cas avec plus d'inertie, on a aussi la possibilité de jouer avec les types de pierres qui vont pouvoir habiller le poêle, toutes les pierres d'accumulation avec des couleurs différentes, des matériaux différents. Oui, donc en termes de finition du poêle, on a aussi des options de personnalisation. Oui, et on a même des poêles que vous pouvez peindre vous-même. On a certains poêles en béton cellulaire, justement, de la marque Norpace, où vous faites ce que vous voulez dessus. Une fresque, vous le peignez vraiment dans toutes les couleurs que vous voulez. Et c'est pas parce que vous choisissez une couleur que vous pouvez pas, 2 ans plus tard, le repeindre par-dessus. Donc c'est personnalisable, entre guillemets, à l'infini. D'accord. À condition d'utiliser la bonne peinture et oui, de faire ça dans les règles de séchage, voilà. Conseil là-dessus, oui. Ok. Et si justement vous aviez des conseils à prodiguer pour équilibrer l'esthétique et la performance, peut-être les questions aussi d'ergonomie et de fonctionnalité, ce serait quoi ? Moi, je pense que dans le choix d'un poêle, bien sûr le côté esthétique est fondamental. Souvent, on a beaucoup de références. On a plein de 800 références. Alors après, il y a des appareils on change juste le top du dessus, etc. Mais dans un premier temps, dans le conseil, c'est que d'abord, faut se concentrer sur l'utilisation qu'on en aura, le besoin. Parce qu'en fait, ça va venir déjà restreindre un peu la gamme. Et par rapport à ça, après, c'est là où on se dirige un peu plus après dans le côté esthétique. Mais vaut mieux répondre d'abord aux besoins d'utilisation pour après se concentrer après sur la partie esthétique. Oui, parce que finalement, en fonction du besoin, on trouvera toujours une solution esthétique, je pense, non ? Oui. C'est aussi ça. Oui, c'est rare quand même on n'en trouve pas parce qu'on a un panel produit qui est très conséquent. Mais faire l'inverse, c'est une erreur parce qu'on se dirige dans la mauvaise direction. Ouais. On le disait tout à l'heure, moi j'ai eu beaucoup et ça se passe tous les jours dans nos magasins, c'est que il y a 2 solutions, c'est-à-dire que soit nos clients en fait disent coup de cœur, je veux ce poêle-là et puis nous on se pose pas la question et derrière on lui installe le projet, etc. C'est pas du tout notre façon de fonctionner. Parce qu'on connaît les conséquences qu'il y a derrière. Les conséquences, c'est un client qui sera pas satisfait parce que le poêle n'est pas adapté, etc., etc. Donc on s'autorise et on fait bien de lui dire que l'appareil n'est pas adapté, etc. Et donc on se concentre d'abord sur ce choix sur mesure dans l'utilisation. Et après, on se concentre effectivement sur la partie esthétique. Donc, s'il y a un conseil à donner, c'est bien sûr de penser au côté esthétique, bien entendu, mais pour pas se tromper, de faire d'abord le choix de l'utilisation. Puis ils comprennent assez rapidement d'eux-mêmes, en fait. Oui. Je veux dire, si on explique concrètement et correctement les avantages et les inconvénients du bois bûche versus du granulé, de tel appareil à bois versus un autre, en fait, d'eux-mêmes, ils se disent, ouais, effectivement, c'est pas adapté à ce que je voulais, donc je vais peut-être revoir ma copie. Et en fait, malgré tout, parmi tous les poêles qui s'offrent à moi, j'ai quand même un panel assez large esthétiquement, et donc je peux faire mon choix. Et on n'en a pas parlé, on en parlera peut-être, mais tout ce qui est distance sécurité aussi dans le choix, on va orienter quoi. Je parlais de l'ameublement, l'existant en fait. Quand on pose un poêle, on ne demande pas à nos clients, là vous avez changé le canapé, il est trop grand, etc. C'est à nous de s'adapter et on a aussi des choix là-dessus. Et c'est un lien d'ailleurs très direct avec ce que disait Charline tout à l'heure sur les poêles scandinaves. On disait les poêles scandinaves, c'est un mode de vie, donc on doit pouvoir vivre autour et meubler autour. C'est pas juste de le dire, c'est qu'en fait l'appareil a une vraie conception pour ça. C'est-à-dire que l'appareil, il a des distances de sécurité qui sont très faibles. Certains appareils, on peut mettre une télé à 30 cm sur le côté. Donc encore une fois, ça s'explique, mais ça veut dire quand même que les appareils sont vraiment conçus pour faire partie intégrante du volume de vie, pour pouvoir encore une fois vivre autour, meubler autour. Si c'est mettre un poêle à bois granulé, peu importe, mais que on met rien à moins de 2 mètres tout autour, autant faire une grosse cheminée
en marbre ou en granit, ça prendra autant de place quelque part. Oui, mais ça polluera plus. Oui. On peut mettre un poêle à l'intérieur après, mais... Bon, alors si j'ai bien compris quand même, pour résumer, on regarde d'abord la question du besoin et ensuite on s'intéresse à l'esthétique. Et le conseil numéro 1, c'est quand même de penser long terme, donc d'aller sur quelque chose de plutôt intemporel, qu'on sait qui va nous plaire dans le temps et pas forcément aller sur quelque chose d'hyper original. Mais pour finir sur Après, je te coupe. Ouais. On a quand même certains designs qui sont très originaux, hein, des ronds suspendus. Enfin, on a quand même une gamme qui nous permet de nous adresser à des designs beaucoup plus surprenants en fait, qu'on retrouverait pas ailleurs. Mais on n'ira pas vers ce design, enfin vers ce poil pour ce design uniquement. On est vraiment sur le besoin et ensuite on peut avoir des choses plus différentes. C'est juste que dans la couleur et dans l'habillage, on reste quand même sur des tons plutôt sombres, noirs, gris anthracite. Et qui vont traverser les âges. Exactement. C'est aussi ça l'idée. Plus facile à adapter dans l'environnement. Ouais. Parce qu'on peut avoir un poil très design qui va pour autant traverser les âges. Exactement. Mais effectivement, c'est plutôt en termes de finition, de couleur, de matériaux qu'il faudra y prêter une certaine attention. C'est ça. Et pour finir sur cette question un peu de personnalisation de poils, on va dire, est-ce qu'il y a des options qui peuvent être un peu atypiques? Je sais que Charline, en off, tu m'avais parlé de la... Alors vous, ça vous paraît peut-être normal, mais la vitre froide ou... Poignée main froide. La poignée main sera pas froide. Ah, voilà. Attention. La vitre, je n'ai pas dit ça. Non, la poignée main froide, oui. Ça permet effectivement de se rendre service sur le poêle à bois puisque on le recharge manuellement. Donc, ça n'évite pas le fait de prendre un gant pour ne serait-ce que mettre la bûche à l'intérieur, mais au moins pour ouvrir sa porte, on a une main qui est plus libre. Après, il y a, si on peut mettre ça là-dedans, c'est que on a des points de détail sur des appareils qu'il est important parfois de regarder. On dit un poil rond noir ne ressemble pas plus ou moins à un poil rond noir. Pour autant, il peut y avoir des différences. Donc effectivement, cette poignée main froide dont tu parles, et en toute transparence, il y a main froide et main froide. C'est-à-dire qu'il y a une main froide au début pendant 1 heure et puis après c'est moins agréable. Puis on n'a pas tous en plus la même sensibilité. Mais il existe aussi des vraies mains froides. Il y a aussi les réglages d'air. Donc par exemple sur un poêle à bois, quand on manipule son arrivée d'air, il y a les arrivées d'air qui sont très bruyantes. On manipule, c'est un bruit très métallique, etc. Et il y a aussi notamment, enfin quand tu règles, etc. C'est des réglages qui sont très souples, qui font aucun bruit, etc. Il y a les grilles, les grilles de descendrage qu'on va avoir également. On a aussi c'est quoi une grille de descendrage? Grille de descendrage, c'est en fait la possibilité de pouvoir manipuler une grille au fond du foyer, d'accord, qu'on vient pivoter et qui permet d'évacuer les cendres dans un cendrier. D'accord. Donc ça effectivement c'est de l'apport. En pratique, il y a également les fermetures de porte. Donc sur un poêle à bois par exemple, quand on ouvre la porte d'un poêle à bois, et c'est une sécurité aujourd'hui. C'est-à-dire que si je le laisse sur le feu et que je pars d'un coup, la porte va automatiquement en fait venir se refermer pour pas rester ouverte, pour éviter les projections ou ce genre de choses. Et à l'inverse, on a aussi des portes qu'on peut bloquer en fait, butée de porte, le temps justement de nettoyer son poêle. Je pense qu'on l'utilise moins quand on le recharge, mais c'est surtout quand on le nettoie, parce qu'en fait il y a rien de plus chiant quand on nettoie son poêle que la porte qui revient se referme sans cesse, alors que la vitre n'est pas encore complètement nettoyée, on se retrouve avec de la cendre partout. Ça c'est des choses qui sont pensées effectivement, c'est-à-dire que oui, quand j'ai besoin de l'entretenir, l'ouvrir, il y a des systèmes qui permettent de bloquer les portes. On a également la visserie apparente, c'est des détails, mais sur le côté esthétique, il y a les appareils, on fait le tour, on voit des vis à droite et à gauche. Quand vous faites le tour d'un Orpace, d'un Contura, vous voyez aucune vis, quoi. Tout est masqué. Voilà, ça fait partie aussi du côté très esthétique, qui sont aussi des paramètres qu'on peut prendre en compte. La finesse des finitions. La finesse des finitions, exactement. D'accord. Il y a certainement d'autres choses, mais je pense qu'on a listé les principales en tout cas. C'est très bien, ça permet de vraiment résumer les critères les plus importants à prendre en considération, à la fois technique et esthétique quand on vient choisir son poêle. J'en profite également pour dire aux auditeurs que vous avez mis en place donc sur votre site internet un quiz au top qui s'intitule « Quel type de poêle est fait pour vous ?» et qui permet de savoir quel type de poêle nous correspond le mieux selon ses envies, selon son style de vie. Je l'ai fait, il est vraiment super intuitif. En 1 minute chrono, on arrive à savoir quel poêle nous correspond.
Donc je glisse le lien dans la description de cet épisode pour que chacun puisse aller faire le test. Mais comme le choix il découle également d'un facteur important, on en a parlé, qui est l'environnement dans lequel il est installé, comment il va être positionné. On va maintenant parler plutôt des aspects techniques liés à l'installation, mais aussi de ces différentes étapes. Et on va en parler dans l'épisode 3. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.